Bienvenue à cette édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine, la baie de Saint-Irénée fera bientôt partie de l'Association des plus belles baies du monde. Dans la vallée de la Matapédia, une campagne d'affichage pour lutter contre la violence faite aux femmes. À New Carlisle, la FAC, l'Association des personnes handicapées Action Chaleur, fête son 40e anniversaire. À Montjoly, depuis 4 ans, un couple d'immigrants raconte son parcours d'intégration. À Chandler, c'est la remise des prix phares décernés aux bénévoles œuvrant dans le secteur culturel. À Thetford Mines, la Grande Guignolée des pompiers recueille quelques 40 000 $. À Portneuf-sur-Mer, un sentier de Noël aux allures d'un théâtre en plein air. À Baie-Saint-Paul, entrevue avec la gardienne de but Anne-Renée Desbiens, la muraille de Charlevoix. Mais pour commencer cette émission, on va se rendre dans Vaudreuil-Soulanges, où la campagne d'achat local Hello connaît un vif succès. Un reportage de Chantal Bédard de cesure.télé. Ce fut un vif succès pour la campagne d'achat local édition 2024, propulsée par Hello, Développement Vaudreuil-Soulanges et la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges. En moins de 7 jours, les 550 cartes ont été vendues comme des petits pains chauds, contribuant ainsi à la vitalité économique de la région pour la période des fêtes. C'est sur la télé à rencontrer Edwidge Bouillet, commissaire au développement commercial du DEV, pour en connaître les objectifs. Une fois de plus cette année, une partie importante de notre campagne des fêtes est réservée à des initiatives de visibilité et de notoriété à différents niveaux. Mais l'objectif premier sur le territoire, quel est-il? L'objectif premier, en fait, c'est d'aller justement encourager l'achat local auprès de nos consommateurs. En fait, avec la carte d'achat local et la bonification, on espère en fait toucher à environ 150 000 $ de retombées économiques sur la région, en fait, auprès de nos commerçants. On est très contents. Dans les dernières années, le mouvement Achat local Vaudreuil-Soulanges et ses différentes campagnes de promotion et de rayonnement ont vraiment gagné en notoriété. Il y a de plus en plus de commerces, d'organismes régionaux, de municipalités qui se collent à la campagne, puis il y a un réel engouement derrière ça, on le sent. Pour amener la campagne à un niveau supérieur, DEV et la CCIVS ont invité des partenaires locaux, ambassadeurs de l'achat local, à joindre le projet pour maximiser les retombées dans la région. La Caisse des Jardins Vaudreuil-Soulanges, Fleury Michon-Amérique, la Ville de Vaudreuil-Dorion, Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil, Marilyn Picard, députée de Soulanges, et Peter Chefquier, député de Vaudreuil-Soulanges. Ces belles annonces de DEV et de la CCIVS arrivent à un moment clé pour nous, les commerçants de Vaudreuil-Soulanges. Depuis maintenant près d'1 an, la situation de la mobilité dans la région a un impact direct sur les opérations des commerces de la région. En plus, on le sait, dans la région, on a nos défis en termes de mobilité. Donc, cela vient vraiment donner un bon coup de pouce, je pense, auprès de nos commerçants, mais aussi auprès de nos citoyens de pouvoir augmenter leur budget des fêtes de Noël. Ce qu'on oublie des fois, c'est que l'achat local, c'est une forme d'accroissement de la qualité de vie. Alors, on sent que c'est quelque chose qui enrichit et qui renforce le tissu social qu'on a dans la région ici avec ça. Vous pouvez vous rendre sur le site web d'achat local, vs.com. Et sinon, pour toute information, vous pouvez communiquer avec Développement Vaudreuil-Soulanges auprès de moi ou de ma collègue Stéphanie Lacroix au niveau de chargée de projet d'achat local. À noter que même si la campagne de bonification est terminée, il est possible d'obtenir une carte cadeau locale tout au long de l'année, utilisable dans plus de 150 commerces.
Mathieu Larivière de TVCO nous apprend que la baie de Saint-Irénée deviendra bientôt membre de l'Association des plus belles baies du monde. Il y a plusieurs projets d'aménagement qui ont lieu en ce moment dans Charlevoix et le comité touristique Cratère et Marée est en train de se positionner. On reçoit aujourd'hui l'agente de développement, Mme Dominique Bernier. Bonjour. Bonjour, Mathieu. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Pour commencer, est-ce qu'on peut faire un petit rappel de qu'est-ce que le comité touristique Cratère et Marée? Oui, Cratère et Marée, en fait, c'est un comité touristique qui existe depuis 2007. Ça regroupe, en fait, c'est la branche un peu touristique. On est en lien avec les municipalités des éboulements, Saint-Irénée, Saint-Joseph-la-Rive. Donc, la branche touristique, vraiment pour développer le secteur au niveau des attraits, au niveau de la consolidation de l'écosystème, pour créer vraiment quelque chose d'harmonieux et de durable là, dans le secteur, mais vraiment au niveau touristique. Vous avez déposé récemment une candidature pour la baie de Saint-Irénée au concours des plus belles baies du monde. Oui. En quoi ça consiste? Les plus belles baies du monde, en fait, c'est super le fun comme projet. C'est une quarantaine de pays. C'est comme une espèce de consortium recouvrant une quarantaine de pays, les plus belles baies du monde. C'est un club select. Hein? C'est un club select avec des critères très, très spécifiques au niveau du développement durable, de la préservation des écosystèmes et tout ça. Donc, on pouvait proposer une candidature. On a décidé, on a Guy Rousset, en fait, qui est le coprésident de notre CA au comité touristique Cratère et Marée, qui fait partie, je crois qu'il est dans l'exécutif, en fait, du consortium des plus belles baies du monde. Il s'est dit, pourquoi pas, on pourrait peut-être déposer la baie de Saint-Irénée. On a fait une capsule. On a notre conseiller à la municipalité de Saint-Irénée, Sylvain Duquet, qui s'est rendu à Dakhla au Maroc, déposé la candidature avec une belle capsule vidéo de présentation. Et on a été nominés. Les prochaines étapes, c'est au mois de mai. Ils vont venir voir si tout ce qu'on a dit, c'est vrai, au niveau de la préservation de l'écosystème, au niveau de la beauté de la chose. Ils vont se déplacer. Ils vont se déplacer. Pour faire rentrer la baie de Saint-Irénée dans ce concours-là, en fait, ça serait une des premières au Canada, là. Au Canada, il y a déjà Tadoussac et Baie des Chaleurs, qui sont déjà des baies renommées. D'ailleurs, en 2025, en septembre 2025, un congrès international qui se déplace dans chaque pays à chaque année. En 2025, ça va être ici, là, à Tadoussac. Donc, il y a environ 200 individus qui vont venir de tous les pays, qui vont se rendre, en fait, qui vont arriver à Québec, qui vont se rendre à Tadoussac. Donc, on va les faire traverser sur notre secteur et les faire découvrir un peu la beauté de notre chose, parce que c'est là qu'on va être proclamé, si tout va bien, là, faire partie du grand réseau des plus belles baies du monde. Qu'est-ce que ça apporte, outre ce label-là, en quelque sorte? Qu'est-ce que ça apporte comme reconnaissance, comme retombée? Bien, au niveau local, bien, c'est une fierté, en fait, locale, là, d'avoir une des plus belles baies du monde à Saint-Irénée. On veut vraiment le positionner comme une fierté locale pour les résidents, pour notre secteur, vraiment. Au niveau régional et national, bien, vraiment, le Tourisme à Charlevoix va pouvoir nous aider à faire du pouce là-dessus, au niveau de la relation de presse et tout. Ça va faire comme un levier de communication, vraiment, pour se positionner au niveau plus large. Au niveau même international, nous, on n'œuvre pas au niveau international, mais Tourisme Charlevoix va être en mesure d'œuvrer au niveau international, en fait, pour nous donner une visibilité supplémentaire. Puis, on vraiment se positionne à travers plein d'autres baies de 42 pays dans le monde. Donc, ça va faire comme un attrait touristique supplémentaire là, pour notre secteur. On en est bien fiers. Parlant de visibilité, vous êtes aussi sorti dans les médias concernant l'agrandissement du parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Pourquoi c'est important pour le comité touristique de soutenir ce projet-là? C'est un beau projet. Puis quand on en a entendu parler, en fait, dans les médias, et je s'est informé un petit peu et tout, puis là, j'ai vu, en fait, sur le site qu'il y avait une possibilité de dépôt de mémoire pour les organismes. On pouvait aussi faire un espèce de petit questionnaire individuel. Oui. Il y avait une possibilité de dépôt de mémoire. Le secteur, en fait, du parc marin Saguenay-Saint-Laurent, présentement, il arrête à Saint-Fidèle. Il couvre jusqu'à sur la Côte-Nord, puis le Saguenay. Le fjord. Le fjord du Saguenay. Là, maintenant, il va s'étirer de Saint-Fidèle jusqu'à Baie-Saint-Paul. Ça couvre presque tout notre secteur. Là. Nous, c'est Saint-Irénée, les éboulements, Saint-Joseph-la-Rive. Donc, c'est vraiment comme partie prenante de notre secteur à nous. Donc, je disais, pourquoi pas? Ça s'inscrivait dans votre mission? Ça s'inscrit dans notre mission, vraiment. Ça va devenir un attrait touristique supplémentaire. Nous, c'est préserver, valoriser le fleuve. Donc, on se dit, ben wow, pourquoi pas en profiter? Donc, j'ai dit, ben on va écrire un mémoire. Fait que j'ai proposé quelque chose avec il y a plusieurs critères, là, vraiment, au niveau touristique, développement durable, préservation des écosystèmes. Préservation de la pêche à la fascine. Préservation de la pêche à la fascine, avec Julie de Pêcherie Charlevoix, qui est comme un attrait, c'est un patrimoine naturel, vraiment comme, qui fait partie de notre ADN, en fait, à Saint-Irénée puis dans le secteur. Donc, vraiment, en préservant en fait, le littoral et le fleuve et l'écosystème, bien, ça va aussi préserver en fait, ce volet-là de culture qui nous est propre à Charlevoix, oui. à Saint-Irénée, mais aussi à celui de l'île aux Coudres.
Donc, c'est quelque chose de super intéressant pour nous de se positionner là-dessus au niveau touristique. Dans cette même optique, vous avez appuyé le sentier de la Rive. Donc, on se rend compte, là, dans les dernières semaines, que vous êtes sortis beaucoup pour annoncer vos couleurs, annoncer votre position sur ces projets-là. Est-ce que vous qualifieriez d'un groupe de pression, en quelque sorte? Êtes-vous un lobby? Non. Ben non, en fait, là, c'est comme je disais à d'autres, tu sais, là, présentement, le comité touristique Cratère-Marie, ça fait longtemps, en fait, qu'on œuvre de façon discrète, là, mais peut-être pas, mais c'est vraiment, tu sais, on est dans tous les projets du secteur. En fait, on est déjà partie prenante pas mal de l'écosystème, sauf que ça se fait un peu dans les coulisses. Là, votre éventail s'ouvre. Ben, l'éventail s'ouvre. Il était déjà très grand. Là, j'ai le temps présentement de me positionner, de nous faire rayonner. En fait, on rentre en planification stratégique là, pour 2025-2028. Et en réfléchissant à tout ça, j'ai commencé à penser planification stratégique. Oui, c'est important de se positionner auprès des visiteurs qui vont venir, d'attirer des nouveaux visiteurs. Mais ça va être aussi important de se positionner auprès de notre propre écosystème régional. Donc, de se faire connaître, de devenir une partie prenante, de développer notre leadership dans le réseau. Oui. Donc, c'est vraiment par là, que je commence, en fait, un petit peu mon lobbying, là, de se faire plus connaître. Tu sais, on a vraiment des beaux projets porteurs. Oui. Bien, faisons-les rayonner pour être en mesure de se positionner. Outre les soutiens que vous apportez publiquement, est-ce que vous avez des finances pour soutenir financièrement des projets? Bien, plus ou moins. Oui, on peut soutenir financièrement des projets. On l'a fait avec Espace La Rive. Espace de la Rive. On a injecté des dollars pour démarrer Espace La Rive il y a 3 ans. Maintenant, l'OBNL, au début, c'était Cratère et Marie vraiment qui ont démarré cette OBNL-là avec mon ancienne collègue Rebecca Blot, qui était vraiment là-dedans, qui est rendue travailler aux éboulements. C'est Cratère et Marie, en fait, qui a démarré le projet. Ça, c'est maintenant, il y a une nouvelle OBNL qui s'est créée pour gérer ce projet-là. On fait encore partie, on est comme un petit peu les frères et sœurs, là, vraiment, au niveau de la gestion. Puis, on le fait pour ce projet-là. Mais on n'a pas vraiment... Nous, on n'est pas au niveau financier. On est vraiment plus au niveau moral, l'aide de soutien. Qu'est-ce qui s'en vient pour 2025 en terminant? Il y a encore plein de nouvelles choses qui s'en viennent. Je ne peux pas tout dévoiler encore parce qu'on est encore en train de planifier tout ça. Mais des beaux projets. La promenade des bains, en fait, qu'on a développé cette année. En fait, on a développé la promenade des bains cette année. On va pouvoir vraiment la faire rayonner de plus en plus l'année prochaine. Ensuite de ça, la pêche à la fascine, on a peut-être des projets avec Julie là, pour voir comment on pourrait le développer. D'autres projets, en fait, avec la planification stratégique qu'on va avoir, vont pouvoir nous aligner vers d'autres opportunités. Oui. Fait que j'ai bien hâte. On suit les nouvelles sur les réseaux sociaux. Vraiment. Oui. Merci, Dominique, d'avoir accepté l'invitation. Merci, Mathieu, de m'avoir invité. Marc Baudouin de la télévision de la Matapédia nous présente une campagne d'affichage pour lutter contre la violence faite aux femmes. Du 25 novembre au 6 décembre a lieu la campagne « Les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes ». Cela se termine aujourd'hui avec la commémoration du 6 décembre en mémoire des 14 jeunes femmes tuées à l'École polytechnique de Montréal. Cette violence est encore présente aujourd'hui et pour nous entretenir sur le sujet, je rencontre Mélissa Oran, qui est coordonnatrice et agente sociopolitique au Centre des femmes Vallée de la Matapédia. Mélissa Oran, bonjour. Bonjour, Marc. Donc aujourd'hui, le 6 décembre, ça met fin à la campagne des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Et aujourd'hui, on brave le froid pour faire l'entrevue parce que les gens remarquent que derrière nous, il y a des panneaux qui ont été installés pour la campagne. Donc, c'était quoi l'objectif justement d'installer ces panneaux-là? Oui, bien c'est ça exactement. On était dans le cadre des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes puis les violences entre partenaires intimes. Puis on le sait, la Vallée de la Matapédia, on a 18 municipalités. Puis le Centre de femmes est basé directement à Amqui, mais c'est important de nommer qu'on dessert les 18 municipalités. Puis on s'est dit, pourquoi pas faire des grosses affiches Coroblast avec le logo du Centre de femmes, le numéro de SOS Violence conjugale, puis les 2 maisons d'hébergement avec qui on fait plus affaire, qui sont les plus proches de la Matapédia. Puis pourquoi pas les installer dans les 18 municipalités. Donc, la façon qu'on a procédé, c'est qu'on a fait de la tournée des 18 municipalités, puis on allait souvent dans les dépanneurs ou dans les marchés. Puis, on est vraiment contents parce que la réponse était très positive. Il y a seulement eu une municipalité qui n'a pas accepté là, qu'on affiche le panneau Coroplast. Oh mon Dieu, c'est qui les tannants qui ont refusé? Non, on n'est pas obligé de les nommer, mais c'est quand même particulier qu'il y a quand même une municipalité qui n'a pas voulu participer. Mais là, c'est quand même important et on dit qu'il y en a peut-être encore trop aujourd'hui. Bien, il ne devrait même plus en avoir de violence faite aux femmes.
Mais en 2024, est-ce qu'on serait surpris encore des statistiques des femmes qui sont victimes de violences? Mais j'ai pas de statistiques précises à vous donner aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est qu'on a déjà dépassé la vingtaine de féminicides cette année, qui est encore une année record. J'ai l'impression que chaque année, on dit que c'est des années records. Ce que je peux nommer aussi, c'est que les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales et pour leurs enfants débordent. Les maisons d'hébergement aussi des services à l'externe qu'on peut appeler, qui fait que tu n'es pas obligé d'habiter dans la maison. Puis, ils ont des listes d'attente, qu'il y a des très longs délais. Donc, les gens dénoncent de plus en plus. Puis, les violences continuent de se perpétuer avec la montée de la droite aussi, puis les nouveaux mouvements, là, c'est très inquiétant. Oui, c'est ça, je me demandais, tiens, même s'il y a plus de dénonciations, on dirait que ça augmente. Alors, est-ce que ça a une cause à effet? Le fait qu'il y a plus de dénonciations, ça peut-tu provoquer une augmentation? Je crois pas que ça provoque une augmentation. Je crois pas que la corrélation est si près, mais le fait qu'il y a de plus en plus de ressources qui sortent pour annoncer, le fait qu'on démystifie, qu'on déconstruit les rapports de pouvoir, je pense que ça augmente le sentiment de sécurité. Puis le fait qu'on parle de plus en plus de violence, bien, ça fait en sorte que la population est plus outillée à avoir un propre regard sur leur propre relation, puis se questionner initialement, à savoir si c'est normal, si leurs relations sont saines. Puis, bien, on le voit là, avec les réseaux sociaux, les artistes se positionnent beaucoup, puis ça donne quand même un modèle inspirant. Donc, si on pense à des jeunes personnes ou qui vont suivre des influenceuses, qui ont un parcours de violence ou qui a des témoignages, des partages de vécu, ça donne un sentiment de confiance puis un sentiment de ne pas être seul. Fait que je pense que ça augmente. Le sentiment de confiance de dénoncer. Donc, justement, pour encourager justement les gens à dénoncer, la campagne des 12 jours de violence faite contre les femmes se termine le 6 décembre, qui est une journée quand même importante, qui est une journée commémorative. Ça marque le crime contre les femmes qu'il y a eu à la Polytechnique de Montréal, qu'il y a 14 jeunes femmes qui sont décédées. Donc, pour l'occasion, on demande aux gens de porter un petit ruban blanc. Même, je pense que vous avez fourni des petites chandelles aussi. Oui, on a fait une activité de sensibilisation avec la Sûreté du Québec puis la maison d'hébergement La Gigogne de Matane. On avait bloqué la rue Proulx et d'Auteuil. Puis on interceptait les véhicules pour leur donner des rubans blancs, des petites chandelles. Puis on les invitait à les porter en guise de solidarité. Justement pour aider, puis supporter et encourager les gens à dénoncer. Oui, puis de s'afficher en tant qu'allié aussi, c'est super important. Et là, si on est une femme, on est victime de violence ou on est témoin de cette violence-là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sûr que la meilleure solution est d'appeler soit un centre de femmes près de chez vous, une maison d'hébergement, ou d'en parler avec vos intervenants, vos proches. Si vous êtes témoin, de continuer à bâtir le lien de confiance avec la personne, votre ami, votre proche, pour s'assurer de garder cette proximité-là avec elle. Même si la campagne est terminée, je pense que la sensibilisation doit se poursuivre à l'année longue. J'imagine que vous avez d'autres activités de sensibilisation qui s'en viennent? On a donné un gros boom dans les activités de sensibilisation. La semaine passée, on a reçu aussi Mélissa Galland qui est venue faire un témoignage vraiment inspirant puis touchant, très généreux, qui a inspiré beaucoup de participantes au Centre de femmes. Puis il y a des publicités qui passent à la radio aussi. Mélissa Rand, merci beaucoup, puis bravo pour tout le travail que vous faites avec le Centre des femmes, et ça va se continuer, et puis bravo. Oui, merci à vous de nous offrir aussi cette visibilité-là. C'est vraiment des partenariats très précieux là, de nous aider à couvrir puis à faire de la sensibilisation un plus grand nombre possible. Merci. Si vous êtes victime de violence ou que vous êtes témoin de violences faites aux femmes, contactez le Centre de femmes Vallée de la Matapédia au 418-629-3496 ou SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010. Ensemble, contribuons à enrayer les violences faites aux femmes et soyez solidaires en portant le joli petit ruban blanc. Valérie Pinault de Télévague nous présente La Fac,
Une grande famille qui soutient depuis 40 ans le développement des personnes handicapées. L'Association des personnes handicapées Action Chaleur, mieux connue sous l'acronyme AFAC, a célébré son 40e anniversaire. Dans ses débuts, l'AFAC n'avait aucun employé ni bureau, mais un conseil d'administration bénévole œuvrant pour favoriser l'épanouissement et l'inclusion sociale des personnes avec des limitations physiques ou intellectuelles. Aujourd'hui, l'AFAC est un organisme bien établi et a même contribué à l'implantation du service de transport adapté dans la MRC de Bonaventure. Télévague était présent au dévoilement du nouveau logo de l'AFAC et a eu la chance de rencontrer les membres de l'organisme. Pour votre 40e anniversaire, vous avez fait une nouvelle image. C'est quoi l'histoire derrière le logo? On a fait un nouveau logo, oui. On trouvait que notre ancien logo n'était pas nécessairement représentatif de qu'est notre association. L'histoire de ça, ben c'est ça. Les lettres représentent chaque membre de la FAC. Les lettres sont différentes pour représenter que les différences de chacun, parce qu'on est tous uniques, les membres de la FAC aussi. Donc, le mot AFAC est assis sur Association des personnes handicapées qui représente notre association qui est derrière eux, qu'on les soutient, puis qu'on les supporte, qu'on les encadre parmi, c'est ça, quand ils sont avec nous, là, puis qu'on leur offre notre soutien. J'ai entendu beaucoup le mot un matin d'une grande famille. Oui, ben c'est ça. La FAC, c'est une grande famille. C'est ça, nous, les employés, on est là, on est une équipe stable, on est là depuis longtemps. Donc, on a créé des liens vraiment forts avec eux, une belle confiance qui s'est créée. Puis les membres qui viennent à l'association, ben c'est ça, c'est ensemble, ils créent des liens, puis on est une grande famille, effectivement. On s'aime tous beaucoup, puis c'est ça, on est tous là l'un pour l'autre. Il y a combien de membres à la FAC? On est à 65 membres actifs qui reçoivent des services, qui participent à nos activités. On a des membres de soutien aussi, mais les personnes qui reçoivent les activités, c'est 65 membres. On fait plein de choses. On a des ateliers de cuisine, on a des ateliers d'aérobie, on a un club de lecture, on offre de la créativité. Je sais pas, j'ai dit boccia, mais on joue au boccia 2 fois par semaine, c'est très populaire. Puis on fait des sorties à la salle de spectacle. On va voir des spectacles quelques fois par année. C'est quoi vos activités préférées à la FAC? Jouer au boccia. Au boccia, c'est quoi ça? C'est deux petits cochons. La seule fois pour les petits cochons, c'est de les donner de même, là. On a du fun. Okay. On coupe les légumes. Non, on a fait une salade de fruits avec les amis. La cuisine? Oui. Des activités de cuisine? Oui. Moi, c'est hockey. Le club de marche. On marche l'été ou l'automne, mais on va marcher au Sensé à Kepler. Ouais. Pourquoi vous aimez ça, aller à la FAC? Bien, à la FAC, nous autres, on est là pour les activités personnes comme moi, puis les autres personnes handicapées. Puis moi, j'aime ça beaucoup. Pourquoi t'aimes ça, aller à la FAC? Mais moi, j'aime ça que la FAC, j'aime beaucoup pareil. Il y a des membres qui ont beaucoup apprécié les quilles. Pourquoi vous allez pas aux quilles? Ouais, on a eu la Ligue de quilles là, pendant vraiment plusieurs années, puis on a dû arrêter en 2022 parce qu'on n'a plus accès au transport adapté, malheureusement. Ça se passait en soirée. On allait les mercredis soirs. On avait à peu près 16 participants, 16 joueurs. Puis là, on n'est pas capable d'avoir le service du transport, malheureusement. C'est un enjeu pas mal pour l'ensemble du Québec au niveau du transport adapté. On travaille là-dessus. Il y a des comités qui sont créés, qu'on travaille là-dessus, d'autres organismes communautaires, le CIS de la Gaspésie, les MRC. On travaille là-dessus pour essayer de... C'est au niveau du financement que il manque de financement. Moi, j'ai été le directeur à la FAC là, de 98 à 2011. Tout le long de ces années-là, c'est quoi les événements marquants? Là? Pour moi, c'est sûr que c'est les spectacles bénéfices qu'on a fait à la salle de spectacle à New Richmond. Il y avait 2 volets. Dans le premier volet, c'était l'intégration des gens qui ont une différence dans la communauté. Ils étaient intégrés dans le spectacle, que ce soit en chant, que ce soit en co-animation, en humour, en danse.
Donc ça, là, ça faisait vraiment partie de la mission de la FAC. Puis aussi, il ne faut pas se le cacher, c'est vraiment l'activité annuelle de financement. Dans les meilleures années, on récoltait près de 20 000 $ par année avec le spectacle. Donc, c'était vraiment une source financière très importante pour la FAC. Qu'est-ce que les membres ont fait pour le marché de Noël? Nous, les membres de la FAC, on a fait comme des bibelots de Noël, comme un beau de Noël, ici, un sapin. On a des étiquettes ici. Puis, n'importe quelle sorte, là. Puis vous faites ça pour vendre, pour ramasser des fonds? Bien sûr. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces fonds-là? C'est juste pour au profit de la FAC, pour avoir comme des activités, etc. On a eu du plaisir à la fac, on s'amuse parce que ça fait plus d'activités avec nous. J'adore ça. On fait des sorties vers nos amis, puis des nouvelles animatrices. Ouais, je ne sais pas. Pourquoi vous aimez ça à la fac? Qu'est-ce que dans la fac? Je ne sais pas. Avez-vous trouvé l'amour à la fac? Ah! Vous êtes-vous rencontrés à la fac? Oui. 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 Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Puis vous êtes rencontrés à la fac en faisant des activités? Oui. C'est quoi vos activités préférées à la fac? Moi, c'est les quilles. Puis point de vue accessibilité, est-ce qu'il y a encore du travail à faire? Il y aura toujours du travail. Il y aura toujours du travail à faire, mais on a fait une belle tournée là, pour sensibiliser les endroits publics. Il y a eu une tournée de fait environ 157. Là, on est dans le bilan, là, donc je pourrais vous en reparler un peu plus tard, mais il y a eu une belle tournée pour faire la sensibilisation auprès des gens pour que ça soit plus accessible. Après ça, ça va être à eux, au bon vouloir de chacun, de rendre les endroits accessibles. Mais il y aura eu des conseils de donner puis des choses qui pourront améliorer l'accessibilité. Ça fait 40 ans, hein? Fait que je réalise aujourd'hui que la FAC est une bonne famille. Oui. Mais le plus important, c'est les yeux du cœur. Hein? Puis la FAC, c'est un peu ça aussi. Marc Després de TV Métis a récolté le témoignage d'un couple de nouveaux arrivants installés à Montjoly depuis 4 ans à l'occasion du Salon métissien des rencontres interculturelles. Alors, je suis en compagnie de 2 participants qui représentent 2 pays différents aujourd'hui aux Galeries Montjoly pour ce salon interculturel. Donc, de votre côté, Natalia, vous représentez quel pays? Moi, je viens du Chili. Et de votre côté? Moi, je viens de Pérou. Et à ce moment-là, est-ce que dans les 2 cas, ça fait longtemps que vous êtes dans la région? Mais oui, on habite ici depuis 4 ans. Oui. 4 ans, oui. Mais nous nous sommes rencontrés ici, mais c'est à Québec. Oui. Oui. Donc aujourd'hui, vous représentez un couple officiel, mais 2 pays différents. Oui. Oui, c'est ça. Moi, nous, ça fait 4 ans qu'ils sont ici à la région. Avant, on était au Québec. Mais moi, j'ai trouvé un boulot ici à la région, en Cuy. Mais on a déménagé pour différentes raisons ici à Montjoly, c'est ça. Mais on a trouvé quand même de la tranquillité ici à Montjoly, c'est bien. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans la métisse et à Montjoly à ce moment-là? Non, mais principalement pour mon boulot, c'est ça, mon travail en Cuy. Mais quand même, après, on cherchait des logements. On est arrivé ici en 2020. Et 2021, il avait des problèmes de pénurie de logements. Alors, on était chanceux de trouver une maison ici à Montjoly. Et c'est pour ça que nous avons déménagé à Montjoly. Et ça fait longtemps que vous habitez directement à Montjoly? Oui, ça fait 4 ans. Ah, oui. OK. Oui, ça fait 4 ans. Mais avant, on habitait pendant un peu plus d'un an à Québec. Et à ce moment-là, qu'est-ce que les gens ont l'occasion d'apprendre de vos pays en fin de semaine? Pour nous, c'est bon de montrer notre pays et notre culture, oui, parce que c'est ça qu'on voulait ici quand on est arrivé. Nous sommes voulus de nous intégrer. Oui, et c'est une façon de nous intégrer, de parler aussi de notre pays, de notre culture, de la nourriture, des traditions comme ça.
Et à ce moment-là, est-ce que les gens se sont avérés curieux, étaient gênés de vous poser des questions? Oui, c'est ça. On a fait une présentation chacun de son pays. Et bah, par exemple, j'ai présenté le Pérou, c'est quoi la nourriture du Pérou. Ici, je vois plein d'images de Pérou pour faire connaître un peu notre pays. Et bah, je vois que les personnes sont intéressées à connaître plus de détails sur le Pérou, c'est ça. Et comment vous aimez la région? Bien, moi, on est content ici, on aime bien. Et les enfants sont à l'école ici, l'école c'est proche. À la maison, tout est proche. C'est vrai qu'à niveau des services, il manque, par exemple, les transports, parce que notre enfant a fait les études à l'CG Rimouski. On habite ici à Montjoly, les transports c'est un peu compliqué, c'est ça, mais quand même, il y a des autres avantages d'être ici à Montjoly. On a une bonne qualité de vie ici. Et à ce moment-là, donc, comme on dit par chez nous, donc il y a toujours moyen de moyenner, donc il y a toujours moyen de s'arranger et trouver. On s'arrange, oui, mais pour nous, c'est bon. On a une belle vie ici à Montjoly. On a connu des gens très gentils. Et surtout, par exemple, nous, dans notre cas, c'est dans les ateliers de socialisation en français. Oui, on a fait des amis, on a connu des gens parce que c'est sûr que c'est ça la meilleure façon d'apprendre la langue, c'est de parler avec les autres. Donc pour vous, un salon comme aujourd'hui, c'est important que ça existe? Oui, oui, c'est important. C'est bon de connaître les gens, de partager. Et c'est une façon... Oui, c'est une façon de nous intégrer, de nous laisser intégrer un peu à la communauté, de connaître de nouveaux visages de la communauté. Et on est content de présenter plus notre pays de chacun, c'est ça. Et on sait que c'est la deuxième édition. Est-ce que c'est votre première participation? Oui, c'est la première fois qu'on participe. Oui, c'est notre première participation ici. On a trouvé bien ça aussi. Donc, s'il y en a une troisième éventuellement l'année prochaine... c'est sûr que nous serons... On va venir. Oui. C'est moi parce qu'il n'y a pas beaucoup de Péruviens ici. Je crois que je suis l'unique, je ne sais pas. Mais c'est ça, je vais venir l'année prochaine. Bien, merci à vous deux et puis bienvenue. Merci beaucoup. Merci à vous. Jean-Denis Laperrière de TVRP a rencontré les lauréats des prix phares décernés à des bénévoles dans le secteur culturel dans la MRC du Rocher-Percé. Lors de la cérémonie de remise des prix Mémoire vivante, qui s'est déroulée le 28 novembre dernier à la salle de spectacle Thomas Morisset de Chandler, l'apport des bénévoles à la culture a été souligné par la remise des prix bénévoles culturels phares. Un bénévole de chacune des municipalités de la MRC a été honoré. Jean-Denis Laperrière a rencontré 4 des 5 lauréats. Gaston Nicolas, Colette Blais, représentant le comité du Carnaval de Val d'Espoir, Olivier Poulain et Madeleine Huard. Donc, le comité du Carnaval de Val d'Espoir est lauréate du prix bénévole fort pour la région Percé-Val d'Espoir. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir cette reconnaissance-là? Ça nous fait chaud au cœur. On a remercié tout le monde. On ne s'attendait pas à ça, mais on l'a mérité. On a travaillé fort des bonnes soirées et tout ça. On aimait ça. Vous êtes plusieurs sur le comité? Ah oui, on était plusieurs. Je ne peux pas toutes les compter. Il y avait Valmore, il y avait Antonio Cloutier, Suzanne Trudel. On était plusieurs. Osine Anderson. Il y a eu Norbert Blanton. On était plusieurs, mais là, on oublie. Là. Ça fait plusieurs années que c'est comme là, on ne peut plus travailler à cause du COVID, là, que ça a arrêté le carnaval. Sinon, ça aurait peut-être continué, tu sais. C'est un carnaval qui a quand même commencé en 1966, donc on a le comité qui l'a quand même poursuivi toutes ces années. Oui, c'est ça. Puis tout le monde s'est mis à la tâche. Val d'Espoir, tout le monde sont accueillants. C'est comme une grande famille. Puis ce qu'on fait, on le fait avec notre cœur, puis ça va bien. Monsieur Gaston Nicolas, vous êtes lauréat du prix bénévole fort pour la ville de Grande-Rivière. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir cette reconnaissance-là? Oh, je vais dire que je suis très ému de ce que j'ai vécu ce soir parce que je me disais toujours,
je me disais toujours, j'ai pas tant de mérite que ça concernant ça, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, le bénévolat que je fais dans la musique, dans la chanson, la chorale de Grande-Rivière. J'ai toujours adoré faire ça, puis c'est un bonheur pour moi. Ça fait que... Mais je remercie tous ceux qui ont organisé de belles choses comme ça. Je trouve ça merveilleux. Ça fait quand même depuis l'âge 20 ans environ que vous vous impliquez bénévolement. La première année que j'ai commencé à m'impliquer, c'était en 1970. C'est grâce à Martin Arsenault qui m'avait invité à chanter à l'église avec lui, m'inviter pour faire un petit peu apporter quelque chose de différent dans l'église. Puis depuis ce temps-là, bien, ça fait déjà... Cette année, ça va faire 54 ans que je chante le Minuit chrétien. Alors, c'est tout à fait spécial, puis je suis heureux de faire ça. Mais... Donc, Olivier Poulet, tu es lauréat du prix Bénévole fort pour la ville de Chandler. Qu'est-ce que ça te fait de recevoir cette reconnaissance-là? Bien, premièrement, c'est vraiment une surprise pour moi. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai un de mes amis qui m'a dit que je devrais venir à soir. Je ne savais pas pourquoi. Je suis vraiment touché de ça. Je suis content que le bénévolat soit reconnu dans notre coin. Puis je vais continuer de m'impliquer pour développer des projets. Ça, c'est sûr et certain. Ça donne un petit encouragement par rapport à ça. Là. C'est sûr, on va continuer. Je suis vraiment touché de ça. J'en perds mes mots. Donc, Madeleine Huard, vous êtes lauréate pour le prix Bénévole fort pour Port-Daniel Gascon. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir cette reconnaissance-là? Bon, de un, c'est déjà une surprise puis tout un honneur pour moi. Mais comme j'ai toujours aimé faire partie des comités de n'importe quoi dans la paroisse ou les voisines ou Gascon, Port-Daniel Gascon, j'ai toujours adoré ça. Fait que quelqu'un me demande si je veux embarquer dans un comité, c'est rarement que je dis non. Ça fait quand même depuis 1983 que vous vous impliquez dans le milieu. Oui, j'ai commencé en 83 avec... parce que moi, ma fille faisait déjà du patin artistique, puis on allait à Passepébiac. J'ai voyagé 3 ans à Passepébiac avec elle. Fait que là, je me suis dit, ça se peut pas qu'on ait une nouvelle aréna avec une glace artificielle, qu'on peut pas faire un club de patinage artistique chez nous. J'ai pris des informations avec des clubs avoisinants. Je me suis fait parrainer, puis j'ai trouvé un professeur, puis j'ai formé un comité, puis on a eu notre club de patinage artistique à Gascon. Les Lames d'argent. Ça a été super. Je l'ai gardé jusqu'à ce que ma fille parte au cégep. Puis elle a été monitrice aussi pour les jeunes après. Et vous avez continué jusqu'à aujourd'hui? Oui, j'ai continué. Par la suite, on a aussi on a ouvert un gym à Gascon. On était avec des gens de la paroisse. Puis moi, j'étais secrétaire encore sur le comité. Puis on a demandé à la municipalité pour le vieux couvent. Fait qu'il y avait le gym qui était déjà installé. Il était fermé, fait qu'on a demandé aux propriétaires pour nous vendre les machines. Puis avec l'accord de la municipalité qui nous faisait une location du local du vieux couvent, fait qu'on a installé un gym là-dedans jusqu'à ce que tout récemment à l'aréna avec la nouvelle rénovation qu'il y a eu à l'aréna, bien là, le gym est déménagé là, puis c'est super. Il y a un beau gym, là, vraiment. Là. Félicitations et merci beaucoup. Merci beaucoup. La bénévole culturelle phare pour la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé est Lynn Blais, membre du Cercle des fermières de Sainte-Thérèse de Gaspé. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Gloria Mbu de la télévision communautaire de la région des Appalaches a rencontré le chef des pompiers de Thetford Mines pour lui demander à quoi serviront les quelques 40 000 $ qui ont été récoltés lors de la guignolée des pompiers. Chaque année, des grandes initiatives unissent des communautés entières. Aujourd'hui, nous venons voir une belle grande histoire ici dans la ville de Thetford Mines, la grande guignolée des pompiers. La guignolée a pu réunir plus de 39 000 $ qui a pu être utilisé à la vigne pour les citoyens de Thetford Mines. Nous allons voir le directeur de la caserne des pompiers qui va nous en parler et nous irons aussi ensuite voir comment cet argent est redistribué, comment cet argent est utilisé par la vigne. Donc, vous allez suivre ici ce reportage par Gloria Mbu pour TVCRA. On y va tout de suite. Donc, nous sommes ici avec M. Kyle Landry. Je vais le laisser se présenter. On va aller tout de suite le voir. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Je vais très bien, merci vous-même. Oui, très bien. D'accord. Donc, je vais vous laisser vous présenter, nous dire qu'est-ce que vous faites ici
à la caserne de pompiers. Oui, Kyle Landry, directeur du service incendie de Thetford, maintenant pompier depuis près de 18 ans. Wow! OK, enchanté, M. Landry. Donc, nous sommes venus ici pour parler de la dernière guignolée qui s'est passée, qui s'est d'ailleurs très bien passée. Quelles sont vos impressions générales de cette guignolée? Un wow. Un wow. Lorsqu'on a débuté la guignolée, c'était froid, venteux, la température n'était pas adéquate. Ce qu'on percevait, c'est qu'on croyait pas que les gens étaient au rendez-vous. On croyait qu'on avait moins d'achalandage que les autres années, mais tout à fait le contraire lorsqu'on a vu le montant là, qui avoisine pratiquement les 40 000 à la fin de la journée. Wow! On a vu le montant aussi. C'est vraiment magnifique. La population s'est donnée à cœur joie. Là. Ils ont vraiment participé. Oui, puis à chaque année, on est surpris des dons. On a eu les moments difficiles de la COVID. Avant, on était d'un circuit, on était dans les rues auparavant, puis depuis 5 ans, on était dans le circuit, dans des stationnements, des petits circuits routiers. Puis on croyait que les gens, étant donné qu'on n'était plus à l'intérieur des rues, qu'on aurait peut-être des dons moindres, mais tout le contraire. On a établi notre record dans les stationnements. Puis cette année, c'est notre deuxième meilleur montant qui se fait aussi dans les stationnements. Donc, ça prouve que les gens sont généreux et qu'ils font le détour pour venir justement là, nous rencontrer. Absolument. La population a vraiment été présente et on est très content pour ça. Oui, vraiment. Comment les pompiers se mobilisent pour justement organiser cette guignolée-là? Les pompiers sont mobilisés à l'intérieur de l'année dans plusieurs activités. Donc, on a toujours nos pompiers qui sont actifs là, au niveau... on parle du lavoto, on parle de la dystrophie, on parle des portes ouvertes. On peut parler du Grand McDon, on a la journée des camps au Tim Hortons, puis on a la guignolée. Donc, tout autour de l'année, on a quand même une gang de pompiers là, qui sont prêts à venir donner du bénévolat là, pour recueillir des sommes. Donc, la guignolée, elle, on la commence au mois d'octobre là, pour vraiment commencer à réserver nos stationnements, parce que là, on est en circuit routier, donc ça nous prend vraiment des partenaires. Donc, on appelle les galeries Appalaches, on appelle les galeries... à Black Lake, l'église à Robertson, l'ancienne clinique dentaire sur Notre-Dame. Puis l'Arena, ben, ça c'est facile, ça nous appartient à la ville. Donc c'est facile d'avoir l'autorisation. Donc on se mobilise comme ça. Ensuite de ça, on a environ, cette année, 90 bénévoles qui ont été recueillis par la vigne. Wow. Donc ça, c'est le temps de se mobiliser à partir du mois de novembre là, pour les différents sites. Puis nous, à l'intérieur, les pompiers, on a environ une vingtaine de pompiers là, qui viennent. Donc tout ça, à partir du mois d'octobre, la signalisation, les pancartes, l'affichage et publicité avec notre service des communications qui est impeccable à la ville. Là. Donc on a tout ça de notre côté. Et quels sont les aspects logistiques derrière tout ça pour que la guignolée puisse avoir lieu? Bien, vraiment, logistique, on amasse des sous. Oui. Depuis la COVID, on a entré avec une formule sans contact. Okay. On a nos bacs qu'on décore, puis tout ça. On a nos gros bacs. Avant, on était vraiment à la cruche, donc on a ça. Là. Les points que je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi, il faut compter les sous à la fin de la journée. Bien sûr. Donc, on a une collaboration avec Desjardins qui nous prête des locaux, puis des anciennes caissières de là-bas qui viennent nous aider. Puis on fait le dépôt à la fin de la journée, là, le vendredi. Donc ça, c'est vraiment le plus difficile, là, c'est vraiment de compter les sous qui nous ont été donnés. Là, parce que parfois, l'argent est mouillé, il neige, tout ça. Donc on ne peut pas le compter avec les machines comme on pense. Donc il faut vraiment le compter à la main. Donc c'est vraiment chaque argent qui est là, qui est compté à la main. Oui, exactement. Okay. Exactement. D'accord. Et comment pensez-vous que vos valeurs de pompiers se marient avec cette guignolée? La valeur première, c'est d'être là pour le citoyen. Oui. Donc, nous autres, notre mission première, que ce soit n'importe quel service incendie, mais comme le nôtre, c'est de sauver la vie, les citoyens, puis après ça, les biens. Mais là, on est vraiment notre mission première, qui est le citoyen. Puis le citoyen dans le besoin avec l'indexation, tout ce qui est les sous, l'épicerie qui coûte de plus en plus cher, les familles qui ont de besoin. Nous autres, on est là pour donner. Donc, on recueille les sommes, puis nous autres, ça nous fait plaisir là, d'être en collaboration avec la vigne, justement, pour qu'est-ce qui est des l'épicerie. Surtout. Génial. Et qu'est-ce que ça signifie pour vos équipes, cette guignolée? Est-ce que vous avez eu des petits retours de des gens avec qui vous travaillez par rapport à la guignolée, justement? Ça signifie beaucoup, parce que
Mon équipe là, vient me voir là, le vendredi. On a à peine terminé. Lorsque je sors de chez Desjardins, il faut que je garde le montant secret. Puis pratiquement tous mes pompiers s'essaient à savoir le montant parce qu'ils ont hâte de savoir justement est-ce qu'on a battu le record, est-ce qu'on est dedans, tout ça. Donc vraiment, c'est vraiment important. Puis moi, il faut que je garde la somme secrète jusqu'au lundi pour le communiqué de presse qui sort pour tout le monde. Donc je vois que mes pompiers, eux, c'est important de voir qu'est-ce qu'il y apporte dans la population. Puis le montant est vraiment une source de motivation pour que les pompiers... Parce que oui, on a des pompiers temps plein qui sont ici, qui vont venir pendant leurs heures de travail, mais la plupart viennent faire du bénévolat, puis ils prennent congé de leur emploi. Donc ça, c'est vraiment un gros wow, moi aussi, de mes troupes, là, qui prennent congé pour venir donner une journée là, au temps froid. Là. Donc ça, c'est... Et par rapport aux citoyens, est-ce que vous avez eu des retours, des fois, des personnes qui vous ont dit qu'ils avaient bénéficié d'une guignolée? Les retours le plus fréquent que j'ai lors des points de collecte, c'est des gens qui viennent donner des montants, puis parfois, là, des gens qui viennent donner des bons montants. OK. Puis on voit que c'est pas les personnes les plus riches, mais ils viennent donner des bons montants parce qu'ils trouvent que c'est important, parce que eux, dans le passé, disent avoir bénéficié de la banque alimentaire. Donc là, ils sont en mesure de se payer une épicerie, puis ils trouvent que c'est important. Des fois, ils ramassent leur argent toute l'année pour venir donner un don significatif. Puis c'est vraiment apprécié. Puis là, c'est là qu'on voit que la vigne a toute son importance là, pour la population de Thetford et de la région. Là. Absolument. La vigne fait vraiment du très bon travail. Oui, vraiment, là, je leur lève mon chapeau. Là. Donc, comment vous pourrez décrire la relation entre les citoyens et les pompiers ici à Thetford Mines? La relation, je crois, qu'elle est quasi parfaite, là, parce que vraiment, on s'implique dans plusieurs, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'implique dans plusieurs activités. Ensuite de ça, lors de la porte ouverte, c'est lors de la porte ouverte qu'on a le plus grand retour de la population. Là, c'est une journée qui est parfaite. Les familles viennent ici. Là, on a le temps de jaser avec les citoyens. Que ce soit aussi des fois, mettons, au Festival de la Relève, on s'en va, on a notre kiosque de prévention. Il y a beaucoup de personnes qui sont là à Thetford. Donc, on sent vraiment le côté positif et puis la vision positive que les citoyens ont du service. Puis nous, notre travail, c'est de la garder. Donc, c'est d'être professionnel, c'est de faire des bonnes interventions, c'est d'être efficient, donc, puis d'être respectueux envers la population, parce que, comme je dis, on fait le meilleur métier du monde, mais il faut être redevable à la population. Voilà donc, mesdames et messieurs, les habitants de Thetford et des environs, comment s'est passée cette distribution de l'argent de la guignolée. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se voit la prochaine fois pour d'autres histoires inspirantes. Joanie Michaud-Godreau de la Télévision du Littoral nous présente des images de la 14e édition du Sentier de Noël à Portneuf-sur-Mer. Le Sentier de Noël de Portneuf-sur-Mer était de retour pour une 14e année et a continué à faire sourire les petits et les grands avec ses 7 scénettes qui ont donné le coup d'envoi à l'esprit des fêtes les 6 et 7 décembre. Il faut dire qu'il était minuit moins une pour que la neige embellisse le décor pour l'édition de cette année. La tempête survenue la soirée avant l'événement a tellement tapissé de blanc le parcours que la générale n'a pas pu avoir lieu avant le début de l'activité. Les comédiens et les quelques 50 bénévoles qui gravitent autour de l'activité se sont retroussés les manches et les 7 scénettes se sont déroulées comme prévu. Cette année, le public a eu le droit à la présidence d'honneur de l'artiste multidisciplinaire Innu, Katia Rock, qui a écrit une scénette dans laquelle elle a aussi performé. Malgré le froid qui a sévi, la population était au rendez-vous, puisque 224 adultes, 48 enfants et 20 tout-petits ont pris part à l'événement. En parallèle se tenait le marché de Noël dans le gymnase de l'école Monseigneur Bouchard, où de nombreux artisans y exposaient leurs produits. Les enfants ont pu s'asseoir sur les genoux du Père Noël, qui était présent les 2 soirs entre 18h et 20h. Encore de beaux souvenirs laissés par cette 14e édition. Et pour terminer cette émission, on va s'entretenir avec la muraille de Charlevoix. Je parle ici de la gardienne de but Anne-Renée Desbiens, gardienne de l'équipe La Victoire de Montréal, qui s'est entretenue avec les animateurs de l'émission Le Vestiaire à TVCO. C'est Noël à Valtan, un cadeau de Noël à l'avance. On avait hâte, elle est avec nous. Anne-Renée Desbiens, bonjour Anne-Renée. Bonsoir les gars. Hey, vraiment, un gros merci d'être avec nous. Je pense que c'est la 3e ou 4e fois que tu es avec nous au vestiaire. En moyenne, une fois par année. On est chanceux, puis on va le prendre. Écoute, Anne-Renée, c'est une année exceptionnelle, je pense qu'on peut le dire, pour la Ligue, je pense pour toi ainsi que pour l'équipe La Victoire de Montréal.
Je veux tout de suite savoir comment tu perçois l'évolution de la Ligue après 1 an d'activité. Déjà, j'ai l'impression que c'est des pas de géant. Oui, c'est vraiment une belle surprise. Quand on a commencé le projet, il faut se rappeler que le premier match était en début janvier l'année dernière. On ne savait pas à quoi s'attendre, on ne savait pas la réponse des partisans, ça allait être quoi. Et puis finalement, ça a été une belle surprise. Il y a déjà 2 équipes qui ont dû déménager d'aréna parce que les arénas qui avaient été étaient trop petites. Donc, c'est un beau problème à avoir. Et puis, la saison 2 s'annonce à commencer un petit peu de la même façon. Des belles foules, justement. Nous, à Laval, qu'on a joué à Ottawa aussi. Donc, encore énormément d'engouement pour la Ligue. Comment tu as trouvé le pas à faire entre l'universitaire et le professionnel? Ben ça faisait tellement longtemps que j'ai fini l'université, entre ma dernière saison universitaire et ma saison recrue professionnelle, que je peux pas dire que je m'en souviens tant que ça. Mais c'est certain que si je compare l'équipe nationale, on se fait traiter aussi bien, c'est pas mieux que l'équipe nationale. La logistique, les investisseurs de la Ligue font vraiment en sorte qu'on se sent bien traité, pris soin. Dès que tu as besoin de quelque chose, ils sont toujours là pour répondre à tes besoins. Donc oui, c'est une organisation qui commence, mais tu vois qu'ils ont vraiment la vision à long terme, puis ils veulent le bien de leurs athlètes aussi. Tu as eu la chance, toi, de connaître l'équipe nationale, justement, qui tu l'as dit, là, traite leurs joueurs aux petits oignons, mais tu sais, les recrues qui arrivent ou les plus jeunes, ils trouvent ça comment? Ils doivent juste pas le croire. Oui, c'est ça. Ça dépend un petit peu du programme universitaire que tu viens. Il y a beaucoup de différences au des programmes universitaires où est-ce que tu vas. Mais les recrues dans la Ligue, la plus grande différence qu'elle mentionne, c'est vraiment la physicalité. À quel point c'est plus dur à jouer. C'est vraiment une grosse coche entre le niveau universitaire et puis la Ligue professionnelle. Malheureusement, on se rend compte présentement qu'il y a beaucoup de jeunes universitaires qui n'ont pas de place dans la Ligue. Il n'y a peut-être pas assez d'équipes présentement. Mais en même temps, on voulait vraiment que le niveau de jeu soit élevé pour le plaisir des partisans, mais aussi pour la compétition. Donc, c'est comme un équilibre présentement qu'on doit trouver. Puis, je pense qu'il y a la saison 2, beaucoup de profondeur dans les équipes, beaucoup de joueurs à découvrir. Et puis, ça devrait être une saison très excitante aussi. On fait une petite parenthèse. Tu parles des équipes. Je pense que celles qui sont en place sont quand même établies solidement. C'est déjà une bonne base pour procéder à l'expansion l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Est-ce qu'on en parle un peu? Est-ce que tu en entends des discussions de corridor ou... Oui, on a entendu parler, c'est surtout au niveau des médias. Je pense que pendant l'été, Amy Shear, qui est une des représentantes de la Ligue, a parlé qu'il ouvrait pour la possibilité d'expansion soit l'année prochaine, soit dans 2 ans. Donc, je pense qu'ils ont eu au-dessus d'une centaine de candidatures de villes qui sont intéressées. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais un petit peu partout où est-ce qu'on va cette année, on se promène un petit peu. Nous, on vient jouer à Québec. Ouais. On va à Vancouver, Seattle, à Denver. Donc, un petit peu partout où on passe, les arénas, les billets, ils partent comme des petits pains chauds. Là. Parce que c'est ça. Je me rappelle aussi qu'on disait qu'on attendait d'avoir un bassin de joueuses un peu plus expérimentées, un peu plus de talent pour faire une expansion. Mais tu sais, je regarde les joueuses comme Sarah Fillier puis d'autres, je me dis, ouais, si c'est ça le talent qui arrive, il y en a pas mal. Ouais, mais il faut comprendre que c'est des joueuses d'exception, c'est des joueuses qui ont commencé sur l'équipe nationale à 18-19 ans, donc c'est pas des joueuses qui arrivent à tous les années dans un repêchage comme un petit peu au niveau des gars. Mais c'est certain qu'on a perdu énormément de joueuses entre de groupes d'âge de comme 25 à 34 ans. Okay. Des filles qui n'avaient pas de ligue quand ils ont fini l'université, qui ont décidé d'entrer le marché du travail. Donc oui, des fois, on manque un petit peu de profondeur dû à des raisons comme celle-là. Mais avec les années, on va être capable de bâtir ce bassin-là. Et puis, il y a plus d'inscriptions au hockey mineur maintenant, plus cette année dernière, donc ça grandit. Donc, plus de jeunes qui jouent au hockey. Donc, on aime ça beaucoup. Puis ça ressemble à quoi un quotidien? Parce que maintenant, les jeunes filles peuvent jouer au hockey professionnel après l'université, mais au quotidien, ça représente tellement merveilleux quoi? pour les jeunes filles. C'est incroyable. Tu sais, je suis père de 2 filles, puis je suis content qu'il y ait ça. Tu sais, il y a de l'espoir pour eux, enfin. En moyenne, mettons, on a 2 parties par semaine, donc les jours de match, c'est très différent, dépendamment si tu joues à 7 h le soir ou à 2 h l'après-midi. Si tu joues à 7 h le soir, souvent, tu vas essayer de patiner le matin ou aller à l'aréna, juste t'activer, bouger un peu, sortir de ton divan. Sinon, une journée de pratique régulière, souvent, on va arriver à l'aréna vers 8h30, on déjeune à l'aréna. À 9 h, on a une rencontre d'équipe. À 9h15, on a un échauffement. À 10 h, on a une pratique de 10 à comme 11h30, 11h50. Des fois, ça dure 1 heure, des fois, ça dure 1h30, des fois, c'est 1h50, ça dépend. Par la suite, on a un entraînement soit en condition physique ou des petites choses comme ça, puis on retourne à la maison. En moyenne, je suis de retour à la maison. S'il n'y a pas de physiothérapie, que tout va vers 1h30, 2 h, je suis de retour chez moi. Y a-t-il beaucoup de corporatifs, exemple, des à côté que vous devez faire? Ouais.
Il n'y en a pas beaucoup que nous devons faire. Oui, c'est certain que si les partenaires de la Ligue demandent, des fois, il faut y aller. Je dirais plus que des fois, c'est des choix personnels, soit avec des commanditaires personnels, soit avec les médias. Donc, on grandit énormément en popularité. Donc, oui, il y a plus de demandes à gauche et à droite, mais il faut savoir gérer aussi. Veux pas, pour nous, c'est important de déconnecter. C'est mon travail, c'est le plus beau travail du monde, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en même temps, des fois, j'ai besoin de temps à la maison pour relaxer, puis avoir un petit temps aussi. Donc, c'est vraiment savoir trouver l'équilibre parce qu'au début, on n'était pas très habitués. On disait toujours oui, 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 oui. Puis finalement, on se rendait compte qu'on n'avait plus de temps pour nous du tout. Puis à la fin de la saison, l'année passée, on était comme, OK, là, faut que ça l'arrête. On a besoin de respirer. Ouais, puis j'imagine que c'était l'an 1 aussi, fait que tout le monde voulait bien faire pour faire connaître la Ligue, évidemment aussi. Mais si on retourne sur glace, je sais que toi, tu es habitué aux grandes compétitions. Puis ma question va te faire rire un peu, mais qu'est-ce qui te surprend du niveau de jeu de la Ligue actuelle? C'est-tu la vitesse, l'exécution? Parce que tu sais, t'en as vu, là, on s'entend que tu joues avec la crème de la crème. Mais mettons, dans une équipe comme celle-ci, y a-t-il quelque chose qui se démarque, selon toi? Je pense qu'on a vu justement avec l'addition de la mise en échec, c'est certain que c'est plus encadré que la Ligue nationale. Il faut que tu ailles dans le même sens. Faut quand même, on ne veut pas mettre les joueurs en danger non plus. On a justement comme des situations qu'on voyait moins avant, des joueurs qui peut-être qui étaient. Bon, on va dire qu'il y avait moins d'opportunités dans l'ancienne version du hockey féminin qu'il y a maintenant, justement, qui ont des avantages à cause de leur physique, à cause de leur force, des choses-là. Donc, on a vraiment vu le style de jeu évoluer à quelque chose qui est plus physique. On amène les rondelles au filet, on tasse le monde. Donc, c'est un petit peu différent du jeu un petit peu plus délicat. Pas délicat, mais un petit peu plus, c'est vraiment on voulait des passes à palette, la situation de jeu parfaite, ces choses-là. Tandis que là, c'est comme, OK, on se baisse la tête puis on rentre dans le tas. Puis, cette année, la victoire, je veux juste que vous visez le championnat? Je pensais que tu allais dire la victoire, puis c'était vraiment pas. Ah non, quand même pas. Oui, on vise le championnat de la Coupe Walter. L'année passée, justement, on manquait peut-être un petit peu de profondeur au niveau de l'alignement. On a réussi à aller chercher ça autant au niveau des repêchages que re-signer des joueurs qu'on avait. Donc, on est vraiment contente de l'équipe qu'on a présentement et puis on devrait avoir une bonne saison. Anne-Renée, nous, on te souhaite un immense succès. Et je veux juste en terminant que tu nous rappelles un peu, parce que, bon, je l'ai lu un peu aussi, peut-être toi, Mathieu, concernant ton casque. Tu as comme fait un hommage aux femmes qui ont marqué l'histoire pour toi, mais je trouve que c'est un clin d'œil qui vaut la peine. Si tu pouvais nous en parler un peu plus là, du casque, l'hommage que tu as fait là-dessus. Parce que le hockey, c'est pas juste du sport, hein? Non. Non, c'est ça. Cette année, j'ai décidé de diversifier un petit peu. L'année passée, j'avais fait honneur aux femmes de hockey, aux pionnières du monde du hockey féminin. Cette année, j'ai décidé d'aller un petit peu plus générique dans la société en général. Donc, j'ai choisi Céline Dion. Je pense pas que j'avais besoin de m'expliquer. Pas tant. Chantal Petitclerc, 21 médailles paralympiques. Je me souviens à la maison regarder les Paralympiques. Puis, admettons qu'elle gagnait très souvent avec ses courses en fauteuil roulant. Et puis Thérèse Casgrain, qui était une avocate militante du droit des femmes qui aidait avec le droit de vote. Et puis en arrière, il y a les 14 lumières qui sont très symboliques pour la fusillade qu'il y avait eu à l'école polytechnique. Donc ça l'a fait 35 ans cette année. Donc on a eu un match un petit peu en mémoire. On a souligné les victimes. Donc oui, des fois, c'est important de se souvenir du côté positif de l'histoire, mais aussi il y a des moments marquants qui ont troublé justement le Québec. Donc, j'essaie de faire un petit peu honneur. Et puis sinon, des fois, il y a des parties un petit peu plus amusantes. Là derrière, c'est mon chien Bambou qui a un party piscine avec un mascotte de l'université. L'autre côté, c'est plus des monuments de la ville de Montréal. Donc, j'essaie vraiment de changer et puis de s'assurer que j'en couvre le plus large possible. En tout cas, Anne-Renée, une suggestion pour toi, si jamais tu cherches un beau motif de casque, 2 animateurs qui sont volontaires pour prêter leur face ici. Anne-Renée, merci beaucoup. On te souhaite tout le succès que tu mérites pour 2025, puis continuer d'inspirer des jeunes filles à jouer au hockey. Merci beaucoup. Joyeux temps des fêtes à tout le monde. Bonne année, puis j'espère vous revoir bientôt. Hey, en terminant, on se voit à Québec? Oui, le 19 janvier, je vais être là, je pense à 2h l'après-midi, puis il y a déjà beaucoup de gens de Charlevoix qui viennent, donc s'il y en a d'autres qui veulent joindre, venez-vous-en. La victoire, on joue contre Ottawa. Merci Anne-Renée, à la prochaine. Bye. C'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. Je remercie toutes les stations de télévision participantes. J'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et on se revoit en janvier.